Bonjour, donc nous allons continuer notre théorie sur le système ABS. Donc la fois dernière, nous avions vu ce système qui fonctionnait en fait dans une zone bien déterminée, qui était la zone de glissement de 8 à 35%. On avait dit que dans cette zone, on pouvait transmettre des forces de freinage, donc dans le cas de l'ABS, et des forces aussi latérales. Si on s'éloigne de cette zone, les forces latérales transmissibles sont beaucoup plus faibles, donc ce n'est pas intéressant pour l'ABS puisque l'ABS sert à garder le contrôle de son véhicule lors d'un freinage, donc la direction de son véhicule. Et donc ici, plus de 35%, on considère que le véhicule est instable et donc on ne veut pas travailler dans cette zone-là. Ça, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière. Alors, petite image ici du coefficient de la force de freinage en fonction du sol sur lequel nous évoluons. On voit que sur le béton sec, on peut monter jusqu'à 1 comme coefficient. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir transmettre 1 G par nos pneumatiques. Et donc, avec du béton mouillé, un petit peu moins, avec de la neige et du verglas, beaucoup moins évidemment. Donc, en abscisse, on a ici le patinage, donc le glissement, et en ordonnée, le coefficient de frottement, le coefficient d'adhérence plutôt qu'on va avoir entre le pneu et le sol. Alors, petite remarque par rapport à ce graphique, on va voir ici qu'on a une augmentation près à partir de 90% jusqu'à 100% de patinage. En fait, tout simplement, lorsqu'on est sur de la neige, à partir du moment où la roue est bloquée, on va amasser de la neige devant le pneu et ça va nous permettre d'augmenter un petit peu la force de freinage, donc le ralentissement de notre véhicule. En verglas, on est aux alentours de 0,1, donc ça veut dire que on va vraiment avoir un glissement très important. Et donc, voilà, sur les autres revêtements, ben, on est situé entre ces deux extrêmes qui sont le béton sec et le verglas. Pour la neige, donc, je vous ai expliqué cette petite bosse-ci. Pour le sable, c'est le même principe, sauf que c'est encore un petit peu plus marqué comme augmentation. Quand on bloque les roues dans le sable, le véhicule va s'arrêter très très rapidement. Donc l'ABS sur le sable ne fonctionne pas des masses, donc il va falloir jouer sur la tolérance de blocage des roues pour avoir un freinage efficace avec ABS sur le sable. Donc l'ABS anti-blocage de freinage, système anti-blocage de freinage. Donc c'est un système qui va agir donc, sur le système de freinage hydraulique ou air comprimé pour les camions. Et on va essayer donc de régler la pression de freinage qu'on va avoir au niveau donc, de la roue pour l'empêcher de se bloquer. Et donc, pour ce faire, on a besoin de capteurs qui vont mesurer la vitesse de rotation de chacune des roues. Et à partir de ce moment-là, on saura s'il y a une roue qui décélère plus que les autres et on agira sur la pression de freinage en diminuant, en maintenant la pression, en diminuant la pression de freinage sur cette roue. Alors les avantages, donc guidage, stabilité du véhicule. Donc on va pouvoir éviter les obstacles, bien sûr, malgré un freinage très important au niveau du véhicule. On verra une petite vidéo un petit peu plus loin. Il est clair que si on freine très fort et qu'on bloque les roues, le véhicule va partir avec son inertie vraiment tout droit. Si par contre les roues ne bloquent pas,
à ce moment-là, le véhicule restera toujours dirigeable. Normalement, on devra atteindre une distance de freinage optimale avec le système ABS. Et autre avantage qui date d'assez longtemps, le plat de freinage dans les pneus. Il est clair que si on freine avec les roues bloquées sur 30 mètres, on va avoir un pneu qui va avoir un plat, une usure, comme un peu comme on voit en Formule 1. Dès qu'ils font un plat, ben, ils vont le sentir dans la suspension, dans la direction, et le véhicule sera moins facilement contrôlable. C'est clair que sur nos voitures à nous, on le voit beaucoup moins, mais ça engendre quand même des vibrations, etc. Donc le système, je vous disais, est composé de capteurs de régime de rotation des roues. Alors ici, on dit avec disque d'impulsion. On va le voir sur certaines images. C'est clair qu'au début, on utilisait un disque d'impulsion. Maintenant, on n'utilise plus ce genre de système. C'est plutôt un système avec un roulement spécifique dont sa cage, dont sa bague d'étanchéité va avoir des pôles nord et pôles sud. On a un boîtier électronique et on a une partie hydraulique avec des électrovannes et une pompe, un accumulateur aussi de pression. On verra ça un petit peu plus loin également. Alors, comment le système va-t-il fonctionner? On va avoir une montée en pression naturelle due au fait que le conducteur va pousser sur la pédale. Donc, la montée en pression se fait. Si on constate qu'il y a une des roues qui décélère plus que les autres, on fait un maintien de la pression. Et si elle continue à décélérer plus que les autres, on va supprimer la pression et en remettre progressivement, comme on a vu pour le système de freinage d'urgence. Alors au début, on avait des systèmes à 3 canaux, c'est-à-dire qu'on avait en fait l'essieu arrière qui était géré en même temps, donc ça veut dire par une seule électrovanne. Donc à ce moment-là, on avait une régulation qui ne se faisait pas de gauche à droite, on réglait tout l'essieu arrière. Dès qu'il y avait une roue de l'essieu arrière qui décélérait, c'était tout l'essieu arrière qui était réglé en pression. Il voyait sa pression varier par le système. Bien sûr, tout de suite, on a amélioré les choses avec l'électronique, avec l'évolution des systèmes. On est passé évidemment à un système vraiment indépendant pour chacune des roues. On le voit ici, on a donc le système asservi ici, où on a la masse du véhicule au niveau de la roue, le couple de friction, la chaussée, ça c'est le système qui va être asservi. Et on a tout notre système, la pédale de frein, le maître-cylindre, on n'a pas représenté le servo-frein ici. On a ici le système d'électrovanne pour cette roue-ci, et on a le système de commande qui est là, qui va régler, contrôler, surveiller, calculer, prévenir. Donc, je mesure la vitesse de rotation de ma roue que je compare avec les autres vitesses des autres roues et je vais agir sur la vanne en fonction pour maintenir, laisser la pression monter ou alors supprimer la pression dans notre conduite de frein. Quelles sont les grandeurs perturbatrices? C'est évidemment l'état des pneus, de la chaussée, le poids du véhicule évidemment qui va changer puisque on va être soit chargé, soit à vide. Les organes de réglage, capteurs et unités de contrôle, grandeur de réglage, la fréquence de rotation de la roue. La valeur de référence, c'est la pression de freinage prédéfinie par l'effort sur la pédale. Et nous, on va agir sur cette pression de freinage. Et donc, on va essayer d'empêcher la roue de bloquer. Donc voilà pour cette première partie.